Le livre sur les quais et la bibliothèque sonore romande vous proposent la traduction sur les quais dans l'atelier de Martin Souter et Olivier Manoni, en collaboration avec le CTL et avec le soutien du Collège de traducteurs Lauren, animé par Catherine Pont-Humbert et enregistré le dimanche 7 septembre 2025 au Grenier Bernois. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de partager avec vous ce moment de rencontre entre un auteur et son traducteur. C'est toujours une expérience assez fantastique que de rentrer dans cette relation extrêmement importante qui se passe autour d'un texte entre l'auteur et celui qui le traduit. Il faut que je précise que cette rencontre est organisée en collaboration avec le Centre de traduction littéraire de Lausanne, qui est toujours chaque année présent ici à Morges, qui est un partenaire fidèle du Festival Le Livre sur les quais. Permettez-moi de faire quelques présentations tout de même rapides. Martin Souter, donc écrivain, journaliste, scénariste, également auteur de textes de chansons. Vous êtes natif de Zurich. Je sais que votre œuvre est extrêmement populaire en Allemagne et puis elle l'est également ici en Suisse. Elle est traduite dans de très nombreux pays. Vous avez longtemps été publié en France chez Christian Bourgois et vous avez rejoint les éditions Phébus en 2024 avec un roman qui s'intitule Mélodie. Aujourd'hui, nous allons évoquer le dernier qui s'intitule Almen et le dernier des Weinfeld, paru chez Phébus, donc cette année 2025, dans une traduction d'Olivier Manoni, qui vient de m'apprendre qu'un autre livre est déjà en cours de traduction qui paraîtra au mois de janvier. On en dira peut-être un petit mot tout à l'heure. Et Olivier Manoni, donc traducteur d'allemand, journaliste et essayiste. Vous êtes notamment le biographe de Günter Grass et de Mannes Sperber. Vous avez traduit les principaux textes et la correspondance de Freud. Traduit aussi parmi les plus grands philosophes et écrivains allemands, et on vous doit une réédition critique de Mein Kampf. Vous avez fondé l'école de traduction littéraire en partenariat avec le CNL, qui est le Centre national des lettres en France, l'institution qui gère un certain nombre de dossiers concernant la littérature. Je vous propose, Martin, de commencer quand même par une présentation du livre, parce que dans la salle, je suppose qu'il y a quelques personnes qui ne l'ont pas encore lu. C'était pas obligatoire ? Il me semble que c'est pas mal de le faire, non ? Vous pensez pas ? Oui. Ou alors, on parle d'un livre dont personne ne sait rien. Ça pourrait être une expérience. Donc, Almen et le dernier des Weinfeld, c'est le 7e livre policier où apparaît le personnage d'Almen. Donc, le fameux dandy détective toujours désargenté, ou souvent désargenté, et qui est amené à enquêter. Et là, vous avez réuni deux personnages qui sont très populaires et très appréciés. Donc, il y a Almen et aussi Adrian Weinfeld, un richissime amateur d'art, qui est notamment le héros de votre best-seller, Le dernier des Weinfeld. J'avais envie de vous demander tout simplement quel plaisir y a-t-il, en tant qu'écrivain, à reprendre des personnages que vous avez déjà fait intervenir dans de précédents textes. Est-ce qu'ils deviennent des sortes de familiers de votre vie et que vous les retrouvez un peu comme des amis ? Oui, c'est un peu ça. Moi, je dis toujours, avec tous mes romans, je fais un hommage à une forme littéraire, et je voulais faire un hommage au polar de série. Et je savais, pour faire ça, il suffit pas d'écrire seulement un roman, il faut une série, non? Et ça voulait dire que je devais passer beaucoup de temps avec un personnage. Et j'ai réfléchi lequel de mes personnages serait agréable pour moi pendant longtemps. Et c'était Adrian Weinfeld. Et je pouvais pas faire une série de polars avec Adrian Weinfeld, mais avec un imposteur, quelqu'un qui aimerait être comme Monsieur Weinfeld, mais qui connaissait pas Monsieur Weinfeld, mais il menait une vie de bourgeois, de grand bourgeois, et il dépensait tout l'héritage de son père
qui était paysan, qui vivait d'acheter au bon moment des terrains qu'il savait qu'il va être utilisé pour des autoroutes. Et il est mort, il a laissé tout son argent à son fils et son fils l'a dépensé dans très peu de temps et il a continué de vivre comme ça sans argent. Weinfeld est tout à fait le contraire de ça. Il est vraiment un grand bourgeois et aussi toujours très élégant. Et le 7e thème, j'ai pensé pourquoi pas faire rencontre l'original et la copie et voir comment ça se passe. Et ça m'a tellement amusé que j'ai l'idée, si je peux écrire encore un nouveau allemand, il sera aussi avec Monsieur Weinfeld. J'aime bien le fait que les auteurs puissent dire qu'ils s'amusent en écrivant. C'est toujours... Ah oui, j'écrirai pas. Sinon, oui. Vous n'êtes pas dans la souffrance de l'écriture. Non, moi, il y a cette écriture, mais je crois pour moi pas à la théorie qu'il faut souffrir pour faire de l'art, parce que moi je me regarde pas comme artiste, je suis un ouvrier de livres. Olivier Manoni, ce roman-ci et je pense plusieurs autres de la série qui mettent en scène Almen est vraiment un livre qui repose sur les personnages. C'est la rencontre de deux hommes. Est-ce que pour vous qui traduisez les livres de Martin Suter depuis de nombreuses années, vous me disiez à l'instant que vous avez probablement traduit une vingtaine de ces livres, le fait que les traits de ces personnages soient fixés depuis longtemps, donc que vous les connaissiez relativement bien, plutôt même très bien, est-ce que ça représente une sorte de confort ou bien est-ce qu'au contraire, vous vous méfiez un tout petit peu de cette familiarité que vous avez avec eux? Je me méfie toujours beaucoup de Martin Suter. Parce qu'il n'écrit jamais le même livre, et même si on retrouve des choses, des thèmes, et puis des éléments du langage dont je parlerai, parce que c'est très important pour la traduction, qui sont pour moi des espèces de fils électriques qui passent dans toute l'œuvre de Martin, que je connais bien et dont je sais comme maintenant comment il fonctionne. Mais je suis toujours surpris au bout. C'est-à-dire que, bon... Alors, il y a des petites choses. Weinfeld, je le connais bien, puisque donc, j'avais traduit ce magnifique roman où il intervient. Je connais bien aussi l'univers de Martin, que je connais aussi depuis longtemps, mais cet univers d'extraordinaire luxe, de confort, justement, de confort, de luxe et de volupté, pour citer Baudelaire. Je me méfie toujours parce que c'est une volupté qui grince, et ça grince là aussi. Et donc je fais toujours attention aux tout petits détails. Après, il y a des choses qui me... Je disais à Martin tout à l'heure que moi, je commence mes journées de travail extrêmement tôt le matin, et je choisis toujours un livre, parce que j'ai en général 2 traductions de genres tout à fait différents par jour. Je vois un livre que je prends le matin qui, au moment où je me réveille, je me dis chic, on a ça. Et là, c'est à la fois ce bonheur de retrouver une écriture qui est heureuse, parce que c'est pas une écriture de souffrance et ça se voit bien, c'est une écriture très travaillée. Et tous ces petits détails que je connais, j'ai l'impression de revenir un peu chez moi. L'olive dans le Martini de M. Weinfeld, qui était déjà dans le premier livre et qui est vraiment son trait caractéristique, il met une olive dans son Martini et il ne prend que l'olive. Voilà. C'est d'un chic absolu. C'est d'un chic absolu. Ah, oui. Donc, mais cela dit, il faut faire attention parce que, évidemment, le Weinfeld de ce roman-là n'est pas le même que l'autre. Il est dans une autre situation. Il est un peu extérieur, alors que dans le premier roman, il était évidemment au centre de l'action. Et donc, il y a des toutes petites choses qui bougent dans le langage, dans la manière dont il se parle, dans la manière dont Weinfeld regarde l'autre personnage, par exemple. Et voilà, tout ça, c'est du travail, mais du travail heureux. J'aime bien quand vous employez l'expression « ça grince » pour parler d'une écriture et pour parler même du contenu, parce que derrière cette atmosphère très cosy, très british, très luxueuse que vous mettez en place, il y a des choses effectivement qui grincent.
Et il y a notamment plusieurs situations où il y a des ambiguïtés très intéressantes. Alors, pour les gens donc, qui n'ont pas lu, le prétexte de la rencontre entre les deux personnages, Almain étant donc le détective spécialisé en vol d'œuvres d'art, c'est la disparition d'un tableau. Mais alors, ce tableau, c'est extraordinaire parce qu'on ne sait pas si effectivement c'est un Picasso ou si ça n'en est pas un, puisqu'il serait le 4e tableau d'une série de 3. Donc, d'emblée, on est dans une situation un tout petit peu... vous jouez de l'ambiguïté, en fait. Oui, j'aime beaucoup l'ambiguïté. J'aime les surprises et les secrets. Et j'essaye toujours d'écrire des livres que j'aimerais lire. Et j'ai la chance d'avoir un goût littéraire très populaire. Et j'ai pensé que je vais continuer comme ça. J'aimerais pas écrire un livre que je ne lirais pas. Mon premier livre, Small World, quand j'ai donné le manuscrit à ma femme, elle l'a lu, elle m'a dit « Toi, tu lirais pas ça ». C'était un peu dur pour moi et j'ai demandé pourquoi non. On n'entre pas, il y a trop de personnes, il y a trop de routes. Oui, elle avait raison. J'ai dû ouvrir ce tricotage de Piloher et le retricoter un peu. Et depuis là, j'ai plus fait cette faute-là, j'ai fait d'autres. Par exemple, la faute de savoir pas le but. Si on ne sait pas le but, on n'y arrive pas, non? Et les livres dont on voit l'auteur, quand il arrive à la fin, il commence à penser, alors maintenant, qui c'était ou comment ça va finir et tout ça, ça a l'air construit. Alors j'ai trouvé qu'il faut bien construire les histoires pour qu'ils n'ont pas l'air construites. Mais dites-nous quand même un tout petit peu plus sur cette histoire de 4e... Moi, j'adore ce genre de choses. L'histoire de la baigneuse au ballon, on connaît ces tableaux de Picasso. C'est quoi cette histoire de 4e tableau ? L'histoire de ce tableau est que il paraît que Picasso a donné ce tableau directement sans sa galerie à une amante secrète et elle n'est pas dans les catalogues. Mais c'est pas sûr si c'est vraiment un vrai Picasso. Mais Weinfeld, il a aussi, il voulait pas faire une expertise parce que si c'était pas un vrai Picasso, ça aurait perdu aussi la valeur sentimentale. Et, Weinfeld, il aimait beaucoup l'histoire de ce cadeau secret et de cet amour secret, parce que Weinfeld, au fond, il est un romantique, non? Et c'est pour ça, il veut pas vraiment le savoir. Il veut savoir, il veut garder la possibilité. C'est pour ça. Et oui. C'est expliqué, non? Oh oui, très bien. Vous, Olivier Manoni, est-ce que vous êtes comme Weinfeld, vous acceptez de ne pas savoir? Ou bien en tant que traducteur, vous êtes toujours dans l'attitude de chercher, d'enquêter, voilà, pour savoir, quitte à ensuite lâcher prise, mais en tout cas d'avoir besoin d'avoir les renseignements? C'est très compliqué parce que comme moi, quand je traduis Martin Suter, je traduis des livres qui me font plaisir. Ce qui n'est pas toujours le cas, ce qui surtout n'a pas toujours été le cas parce qu'en début de carrière. Et j'ai eu la chance d'avoir un jour un appel de Christian Bourgois qui m'avait confié un livre et qui m'a appelé en me disant, c'était un immense éditeur, et qui avait un sens absolument extraordinaire pour former des attelages d'auteurs et de traducteurs, qui m'a dit « Olivier, arrêtez, j'ai quelque chose pour vous ».
Et là, j'ai découvert l'univers de Martin avec ce livre absolument extraordinaire qui est la face cachée de la Lune, qui, moi, m'a bouleversé parce que j'y ai retrouvé plein de choses de moi. Mais ce qui m'a tout de suite frappé, c'est à quel point tous les livres de Martin, que ce soit les Almen ou ce que j'appelle les grands romans, sont des choses-trappes. Et qu'il ne faut pas, quand on est traducteur, se laisser emporter dans les apparences. Et donc on doit veiller aux moindres détails. Dans le livre qui va sortir en France, Wut und Liebe, donc la fureur et l'amour, ou la fureur et l'amour, il y a, ça je m'en suis aperçu à la deuxième lecture, il y a une phrase à la page 15, je crois, qui dit voilà, vous êtes en train de vous faire emporter dans une histoire à laquelle vous n'avez strictement rien à comprendre. Sauf si vous vous arrêtez à cette phrase-là. Mais c'est une phrase tout à fait anodine, c'est dans une réplique du jeune garçon. Mais je ne vous dirai pas laquelle. Et en fait, c'est une porte que moi je dois ouvrir. Parce que je connais tellement bien maintenant les textes de Martin que j'ai un certain nombre de signes d'appel et que je sais qu'il ne faut pas que moi je me laisse prendre à l'illusion qu'il crée. Parce que dans chacun des détails qu'il va donner, il y a des toutes petites choses qui vont en fait construire justement la suite du roman. Et que si je passe dessus en me disant mais ça y est, c'est évident, c'est Almen qui a volé lui-même le tableau par exemple. Ce qui était, quand j'ai lu le livre d'abord, pendant tout le roman, je me suis dit mais c'est clair comme de l'eau de roche, c'est pas du tout ça. Et donc il faut veiller à ça et donc pas se laisser emporter. Il faut être méfiant dans le plaisir de traduire, comme je pense Martin est méfiant quand il écrit lui-même. Au sujet de celui ou celle qui a volé le tableau, moi je me suis absolument régalée parce que derrière ces deux personnages principaux, il y a toute une galerie de portraits des amis de Weinfeld. C'est un homme extrêmement riche et donc il a beaucoup d'amis. Voilà, qui sont nettement moins riches que lui, qu'il reçoit rarement chez lui, mais il se trouve que le jour où il constate la disparition du tableau, tous ses amis étaient réunis chez lui la veille. Alors il affirme qu'ils sont tous absolument irréprochables et qu'ils ne peuvent pas être soupçonnés. Et ça c'est délicieux parce qu'on se dit ben non, il y en a forcément un bien sûr qui est coupable. Et là vous jouez aussi, vous vous amusez avec ça. Oui, j'avoue, je m'amuse toujours en écrivant, parce que si je ne m'amuse pas, les lecteurs ne s'amuseront pas non plus, je pense. Moi, j'ai une petite anecdote pour Olivier. Mon premier roman, Small World, a été traduit par un autre traducteur, et avec ce roman a gagné le prix du premier roman étranger en France. C'est un prix extraordinaire parce que je suis le seul qui l'a jamais gagné, parce qu'après ça, il n'existait plus. Et avant ça non plus. Et on a fait une petite réunion chez Christian Bourgois et j'étais à côté comme ça avec le traducteur. Et après quelques vers, j'ai osé de lui demander, mais là, ça c'est vraiment mal entendu. Et ça aussi, parce qu'il y avait pas mal de choses qui sont mal entendues. Et pourquoi vous ne m'avez pas appelé pour demander? Et il a dit, vous étiez le premier auteur vivant que je traduisais. Et Olivier, il n'avait pas ce problème. Des fois, il m'a appelé, mais c'était très rare. Et avec la face cachée de la Lune, c'était comme ça que, après des semaines, il m'a contacté. Il a dit, alors ce petit champignon bleu, je l'ai trouvé, je l'ai cherché partout. J'ai trouvé tous les autres, mais pas celui-là. J'ai dit, ah ben Olivier, il faut... Ça n'existe pas, ça c'est un champignon. C'est vrai, non? J'avais mobilisé 2 pharmacies de la région parisienne, fait des études chimiques, etc. Voilà. Et Martin m'a répondu, c'est une licence littéraire. Je n'oublierai jamais cette phrase. Licence, c'est très joli, oui, en effet. C'est une belle formule.
Mais ce que vient de dire Martin sur le fait de traduire un écrivain vivant, pour un traducteur, bien sûr, c'est très important. Ça permet d'avoir l'information, notamment sur le fait qu'une substance n'existe pas et que c'est une simple invention. C'est vrai que pour un traducteur, vous avez traduit beaucoup d'auteurs qui n'étaient plus de ce monde au moment où vous avez entrepris la traduction. Ça veut dire que vous pouvez établir une vraie relation. Vous avez des échanges fréquents. Vous sollicitez Martin régulièrement au cours de traduction. Vous parlez. Ça se passe comment entre vous deux? Alors, au début, oui. Martin relisait mes textes. Et puis un jour, il m'a dit, écoute, c'est pas la peine que je continue à relire. Ce qui sûrement a dû laisser passer des choses, parce qu'on en laisse toujours passer. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la traduction, c'est pas la traduction de mots. Depuis le 3e ou 4e livre, vous m'excuserez Martin, mais quand je traduis Martin Suter, je passe tous les jours entre 4h30 et 8h à peu près dans la tête de Martin Suter, comme dans la tête de John Malkovich. Et j'essaie simplement de comprendre exactement, non pas ce qu'il dit, évidemment, il faut que ça y soit, mais ce qu'il veut dire. Et il y a tellement de sous-entendus chez Martin Suter, de choses qui annoncent d'autres choses, que ce travail-là, il est absolument extraordinaire. Je peux juste prendre un exemple, parce qu'on en a déjà parlé. Dans ce premier livre fabuleux, qui est Die dunkle Seite des Mondes, la face cachée de la Lune, il y a d'abord un personnage que je trouve extraordinaire, d'avocat d'affaires pourri, corrompu, qui est spécialisé dans ce qu'on appelle les plans sociaux, là, dans cette novlangue atroce. Qui, à la suite de la consommation de ce fameux petit champignon bleu qui n'existe pas, va devenir fou, mais pas fou en chantant dans la rue, il devient lui-même. Et cette espèce de violence qui s'exerce avec le costume, alors ne m'en veuillez pas, avec le costume zurichois, une belle cravate, une belle voiture, dans le luxe et dans l'ordre surtout. Cet homme qui reste avocat et qui continue à exercer, va exercer une violence mais terrifiante, gratuite, parce que c'est lui, parce que simplement ça ressort. Et cet homme va être pris en charge par une autre crapule, un banquier, lui, qui est chasseur. Et ces deux hommes, à un moment, se retrouvent à une table dans un hôtel, si je me rappelle bien, une table basse, et ils boivent leur café. Et ils prennent leur café comme ça, et Martin Suter écrit « Sie tranken ihr Kaffee vorsichtig ». Et ce mot « vorsichtig », dont j'ai toujours pas traduit trouvé la bonne traduction, je me suis demandé, mais pendant des heures, mais qu'est-ce qu'il veut dire? En fait, aujourd'hui, j'ai compris, mais je sais toujours pas comment le traduire. C'est que ce sont deux chasseurs qui s'observent, et au lieu de boire leur café tranquillement, ils sont chacun, vous savez, comme Clint Eastwood dans les westerns, vous avez les yeux qui dépassent, ils ne se lâchent pas du regard. C'est ça que ça veut dire. Mais quand j'ai demandé à Martin, qu'est-ce que vous voulez dire? Martin m'a dit, mais je ne sais pas, Olivier. Et c'était à moi de recréer ça. En fait, Martin savait très certainement très bien ce qu'il voulait. Et ce mot, je ne sais pas si vous le savez, mais il revient dans vos romans. Et à chaque fois que je le vois, je sais qu'il va se passer quelque chose de très important et que dans la phrase suivante, j'ai un élément qu'il ne faut surtout pas que je rate pour la suite du livre. Voilà. Donc ça veut dire... faire attention. Il va faire attention. Donc en gros, ça veut dire boire en se regardant dans les yeux. Alors c'est ça? Ça serait en français, ça serait ça? Oui, ou boire sans quitter l'autre du regard. Ou boire sans quitter l'autre du regard, voilà. D'accord. Ce qui devient effectivement toute une périphrase. Ce qui est impossible. Ce qui est impossible, voilà. Donc on ne pouvait pas le présenter comme ça. Non, je crois que j'avais mis avec prudence, ce qui reflétait un petit peu l'idée. D'accord. C'est le problème aussi de la traduction, on a une richesse dans la langue allemande, une ambiguïté permanente, et on est obligé à un moment de choisir sans effectivement mettre une phrase de quatre lignes pour un mot. Parce que j'aurais pu mettre, ils se regardèrent en se regardant, ils buvent leur café en se regardant dans les yeux comme Clint Eastwood. Oui. Ça aurait été pas mal. Oui, la prudence, là, c'était pas parce que le café était très chaud, non? C'était... Oui. C'est parce qu'il va se passer quelque chose de terrible. Quand Olivier a traduit, quand j'ai lu sa première traduction, je dois peut-être dire... j'ai fait beaucoup de publicité avant d'être écrivain. J'ai toujours vécu de la plume et c'était une manière de faire ça en gagnant de l'argent. En Suisse, il faut toujours traduire
tous les textes. Ouais, et on faisait des publicités avec beaucoup de textes. Et très souvent, on a présenté ça et les Français, les Belges, ils ont dit oui, les mots sont là, mais ils sont pas dans le not in the right order, dans le bon ordre. Oui, oui. Et quand j'avais lu La face cachée de la Lune, j'ai donné ça à un ami de langue maternelle française et j'ai dit, écoute, c'est du français ça parce que c'est tellement proche de ce que j'ai écrit. Il a dit oui, c'est parfaitement français. Alors depuis là, j'étais plus négligent. Je savais que je dois pas tout lire. Et c'est vrai, ça arrive souvent que j'ai des traductions d'Olivier que j'ai jamais vues avant que ça a été publié. Et j'ai jamais eu trouvé une raison pour être plus prudent. Il y a un aspect qui est également très, très intéressant dans ce roman, c'est la question du rapport à l'argent, qui est bien sûr très, très, très présente, bien sûr par le personnage de Weinfeld, parce qu'il en a beaucoup, il est immensément riche, mais c'est peut-être beaucoup plus intéressant de l'observer du point de vue d'Almen, parce que, disons que pour lui, l'argent est très fluctuant. Il a d'ailleurs une devise que je trouve formidable, il dit qu'on ne mesure pas la richesse à l'argent que l'on possède, mais à celui que l'on dépense, ce qui est assez intéressant. Et puis, il a, à ses côtés, deux personnages que je trouve formidables, c'est Maria et comment s'appelle et Carlos. Voilà, Maria et Carlos. Alors, on parlait d'ambiguïté tout à l'heure. Là encore, on retrouve quelque chose de. Ils sont à la fois ses serviteurs et ils sont en même temps ses associés. C'est-à-dire que quand il arrive à Almen de gagner un peu d'argent, c'est eux qui le gèrent quand même. Donc, c'est intéressant parce que ça remet en place le rapport maître et serviteur finalement. Oui, c'est pas vraiment eux qui le gèrent parce qu'il en aurait plus, mais oui, c'est. Mais ils ont. Il a prêté tellement d'argent de Carlos que Carlos est devenu actionnaire de lui et Carlos il continue à être le serviteur, le serveur, le butler de Almen, mais il a plus d'argent et toujours quand ils ont un succès à trouver une œuvre d'art qui a beaucoup de valeur, ils ont le pourcentage et Almen le dépense très vite. Moi j'ai une page internet où j'écris ce que Almen fait entre les histoires, entre les romans et comment il dépense le fric. C'est parce que lui, Almen, c'est un personnage de série et j'ai pensé, mais il vit aussi entre les romans, alors je vais aussi raconter un peu de ça. Oui, l'argent, il y a toujours cette rumeur que tous mes romans s'agit dans le monde des riches, et c'est pas vrai. Ben, beaucoup plus que la moitié de mes protagonistes sont pas riches ou même très pauvres. Alors, dans Éléphant, le héros est un sans sans papier, oui, je pense. Non, pas. Sans maison, oui. SDF. Sans domicile, oui. SDF. Oui. Et dans le cuisinier, c'est un sans-papier aussi. Là. Olivier, sur cette question de l'argent oui, non, c'est un des côtés fascinants et un des trompe-l'œil des romans de Martin. Il y a très souvent des personnages très riches ou comme dans le dernier roman, qui aimeraient l'être, dans Wut und Liebe, qui ne rêvent que de ça et qui s'aperçoivent qu'en fait ça ne fonctionne pas.
Mais alors, autant j'ai dit tout à l'heure que je me mettais dans la tête de Martin Suter, autant j'ai vraiment l'impression parfois que son univers, parce que c'était un peu le mien aussi, m'a contaminé. Et moi, il y a un autre élément qui est extrêmement important chez Martin Suter, c'est l'extrême proximité avec la nature. C'est-à-dire, alors ça commence avec Die dunkle Seite des Mondes, mais on a le Diable de Milan qui se déroule aussi dans les Grisons. On a Un ami parfait où la scène principale se déroule dans la montagne, dans un chalet. Partout, il y a cette montagne. C'est là où je vis maintenant. Et c'est vraiment pas une image. Je me réveille le matin avec le monde de Martin Suter autour de moi. J'ai ces routes où je vois des conducteurs fous qui font écraser les gens en Mercedes qui essaient de les doubler par des camions qui descendent. Et à chaque fois que je prends le dernier virage avant d'arriver chez moi, je revois cette scène. C'est quelque chose, c'est obsessionnel, hein, c'est quelque chose d'incroyable. C'est-à-dire que cet univers, en fait, est à la fois... Il y a ce côté clinquant que Martin décrit très très bien, je pense, parce que vous l'avez connu dans le milieu de la publicité aussi. Il y a le côté fauché que je connais très très bien. Et il y a cet amour extraordinaire d'une nature qui n'est pas une belle nature, c'est pas le Jura suisse, c'est une nature qui est violente, qui est brutale, où il y a des coups, où il y a des champignons qui rendent fou, enfin, c'est une vraie nature, c'est celle qui existe, hein, avec des tempêtes, avec Et je crois que c'est ça, le fond des livres de Martin, c'est peut-être ça, l'affrontement entre la nature au sens créateur du terme, hein, de la création primitive, et ce monde de luxe, de clinquant qu'on retrouve. Et même dans le Allemagne, Monsieur Weinfeld, vous avez un passage comme ça, avec cette force qui s'exprime. C'est le passage où il y a cette sculptrice qui travaille sur l'acier. Et ce feu d'artifice d'étincelles, c'est le contact, tout d'un coup, il y a le contact avec la matière brute, avec le feu. Et ça, c'est vraiment, pour moi, l'univers de Martin Suter. Et à côté de ça, il y a des gens qui aimeraient beaucoup avoir de l'argent, d'autres qui n'en ont pas, et puis des gens qui en ont et qui sont en général des personnages pas recommandables, il faut quand même le dire. Oui, cette sculptrice, c'est l'une des amies de Weinfeld qui était présente donc ce fameux soir qui a précédé le constat de la disparition du tableau. Et Almen va rendre visite à chacun des amis pour tenter de comprendre à qui il a affaire. Olivier Manoni, on se pose toujours la question, parce qu'on dit volontiers, et je crois que c'est vrai, ce qu'il y a de plus difficile à restituer, à écrire, c'est l'humour. Et les dialogues ici sont très, 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 très savoureux, il y a le sens de la formule, enfin, et c'est très dur de restituer ça d'une langue à l'autre, parce que s'il y a un domaine dans lequel il y a des variations énormes, c'est bien le sens de l'humour. On ne rit pas aux mêmes choses, on n'emploie pas les mêmes formules, donc là c'est vraiment une question pour un traducteur. Ah, c'est une question, mais c'est un travail, c'est-à-dire que là aussi, je traduis Martin depuis 2000, donc ça fait 25 ans maintenant, ça s'apprend, c'est-à-dire que maintenant, au fil des livres, j'ai appris à savoir reconnaître les moments où Martin souriait et là où il était sérieux. Je crois que je ne me trompe pas trop souvent. Et après, effectivement, c'est le travail de traduction, c'est-à-dire de ne pas simplement traduire les mots, mais d'aller chercher la formule qui en français va sonner français et dire exactement, enfin, Umberto Eco dirait presque la même chose. C'est très compliqué parce que l'humour en langue allemande et l'humour en langue française ne sont pas les mêmes. Les rythmes, les durées ne sont pas les mêmes, et donc il faut adapter tout ça aussi bien que possible. C'est un travail que je fais après avec les éditrices ou éditeurs, qui est très important, parce qu'eux ou elles ont un véritable regard sur mon travail, et que là on peut discuter et adapter à ce moment-là mieux le texte. Moi je suis traducteur depuis trop longtemps, et c'est vrai que le regard de quelqu'un qui ne connaît pas l'allemand sur mon texte, il est très important pour moi, parce que c'est cette dernière adaptation qui permet que ça roule. Dans Wut und Liebe, les dialogues jouent un rôle absolument extraordinaire, c'est un délice vraiment de traduire ça, et là vraiment c'était un travail de minutie, d'horlogerie suisse, je dirais, d'adapter tout ça pour que ça aille vite, pour que ça aille aussi vite qu'en allemand. L'allemand peut être beaucoup plus concis que le français, on l'a vu avec Vorsichtig tout à l'heure, et donc il faut réussir à condenser en disant exactement la même chose et en étant drôle aussi, ce qui est très très compliqué.
Martin Suter, est-ce que vous avez eu des expériences de traduction? Alors, pas en français, parce que c'est Olivier Manoni qui vous connaît parfaitement bien et que là, vous êtes rassuré quand il s'agit de la traduction en français, mais avec d'autres langues, puisque vous êtes traduit dans de nombreuses langues. Est-ce qu'il vous est arrivé des aventures concernant justement la traduction de l'humour, qui est un peu particulière et un peu délicate et difficile, avec d'autres traducteurs dans d'autres langues, où il a fallu ajuster, où ça collait pas vraiment? C'est des expériences que vous avez vécues ou pas? Oui, il faut dire qu'il y a plus que 30 langues que ça a été traduit. Et moi, je peux lire l'allemand, le français, l'anglais, l'espagnol et un peu l'italien. Et ça y est. Et j'ai pas... Oui, j'ai trouvé... Aussi, c'était dans Small World que il y avait une scène qu'un personnage est venu et il sentait l'alcool. Et en allemand, on dit « Er hat eine Fahne ». Je ne sais pas, il avait un drapeau. Oui, c'est ça, littéralement, il portait un drapeau. Oui. Et le collègue d'Olivier a traduit ça. Il arrivait dans une limousine avec 2 drapeaux. Ce qui allait pas, vraiment pas, mais ça m'amusait aussi. Mais j'ai pas... Moi, c'est une caractéristique, je peux pas rester serré pendant trop longtemps. Alors, ça m'arrive toujours de voir aussi le côté comique d'une situation. Et il y a des cas où les traducteurs ne le voient pas. Olivier le remarque toujours, mais il y en a d'autres. Mais c'est pas grave. Si je sais pas, si dans la Turquie je suis un écrivain plus sérieux ou avec un humour un peu étrange. étrange, oui. Vous pouvez pas le constater, en tout cas. Voilà. Il y a la question, et c'est Olivier Manoni qui l'évoquait tout à l'heure, du fait que vous écrivez à la fois, alors là je vais mettre tous les guillemets du monde, la grande littérature et la littérature de genre, c'est-à-dire des romans à énigmes, que l'on a tendance à considérer comme une production littéraire différente. Est-ce que pour vous, vous faites une différence entre ces 2 catégories que vous fréquentez presque indifféremment, j'ai l'impression? Non, moi je fais pas cette différence et c'est pour ça que je voulais absolument aller chez Diogenes qui fait pas cette différence non plus. Ils ont un motto, on dit ça en français, un motto, hein, une devise, oui. Ils ont une devise. Un roman peut être tout, mais jamais ennuyeux. Alors là, ça m'a vraiment persuadé. Et ils ont ça depuis avant que j'écrivais pour eux. Pour le traducteur, traduire de la littérature de genre ou traduire de la grande littérature, pas de différence, j'imagine. Si. Si ? Si. Alors, je vais apprendre quelque chose à Martin. Il n'écrit pas de la même manière. C'est allemand. Mais je ne vais pas parler d'écriture. Dans les romans qui ne sont pas ces romans allemands ou dans d'autres textes, parce qu'il y a une 3e catégorie de textes, c'est les business class. C'est les petits textes qui décrivent la société zurichoise des affaires, qui sont très méchants et qui ont un style complètement différent, très court, alors là, c'est très, très difficile à traduire. Il y en a eu très peu. On a traduit juste un recueil en France. Mais il n'avait pas de succès, non? Je sais pas. J'ai pas eu les chiffres. Je pense que j'ai tout le tirage chez moi. Mais le travail que fait Martin Suter sur ces grands romans, pour moi, c'est un travail de peintre que je dois reproduire. Et c'est pas n'importe quel peintre. Je veux dire, c'est du Manet, c'est-à-dire Allemagne, je dirais, vous avez quelque chose qui relève plutôt de l'aquarelle, je trouve, avec des très belles couleurs, des choses très vives, etc.
Les autres romans, je suis obligé de travailler, on dit en peinture, en pleine pâte, à la spatule. C'est-à-dire qu'il faut aller voir sous l'apparence ce qui se passe vraiment. Quand vous avez un coucher de soleil de Monet ou de Manet, d'ailleurs les deux, vous avez la première impression, et si je voulais en faire une copie, ce qui est quand même un peu la traduction, je ne peux pas me contenter de la première impression, ce qui ferait une aquarelle d'un tableau à la gouache. On est obligé d'aller voir, en fait, de démonter un peu le tableau, d'aller voir combien il y a d'épaisseur, ce qui est dessous. Vous savez, parfois il y a des sous-couches qu'on n'imagine même pas sous un tableau, et de reconstituer ça. C'est un autre travail pour moi, c'est différent, mais ça ne veut pas dire que le style soit différent. L'humour est toujours le même, la vivacité est toujours la même. Je trouve que dans les livres que j'ai cités, que ce soit la face cachée de la lune, Colère et amour, etc., on a une profondeur d'écriture, mais qui est liée aussi à ce ne sont pas des romans à énigmes, même si ce sont toujours des romans à suspense. Et là, dans le prochain, il est extraordinaire. Il y a cette espèce de travail en profondeur qu'on est obligé de faire plus que sur les Almen. Voilà. Pour moi, c'est ça la différence. Oui, ça c'est possible. Oui. Un Allemand, il a aussi toujours 100 pages de moins. Et je l'écris plus vite parce que je suis plus obligé d'introduire les personnages et aussi les settings. Quand les lecteurs d'Allmen, ils connaissent ça. Je peux entrer dans l'histoire tout de suite. Et quand on peut faire ça, ça donne déjà la vitesse de l'histoire de tout le livre. Alors la vitesse, c'est important, le rythme. C'est vital, parce que les romans de Martin Suter hors de la série d'Allmen sont des romans qui vont très vite, mais dans la profondeur. Je prends une métaphore complètement idiote. Les Allmen, on a un peu l'impression de faire du ski nautique, et les autres, moi, je suis obligé de faire du ski nautique, mais en dessous de l'eau. Non pas que je me noie, mais on est obligé d'aller vraiment sous la surface pour que le lecteur, lui, ait l'impression de faire du ski nautique sur le texte, parce que il y a une infinité de tout petits détails que le lecteur ne va pas voir. Il va les lire, il va se laisser emporter, mais moi, je suis obligé de les voir. Et je suis obligé de les décomposer, de les reconstituer après, pour arriver à quelque chose. Je trouve que le fait de parler de traduction, ça a un aspect particulièrement passionnant, c'est que ça invite finalement, et en vous écoutant, je trouve que ça confirme ça invite à reconsidérer la question de l'auteur, parce que d'une certaine manière, on pourrait dire que Martin Suter est l'auteur de ces romans, et que vous êtes, Olivier, l'auteur de la traduction, au sens plein du terme. C'est-à-dire que sur un livre traduit, au fond, il y a deux auteurs. Est-ce que vous seriez d'accord avec cette manière de dire les choses ? Oui, tout à fait, oui. Oui, c'est... Des romans, c'est encore un peu plus facile. Les lyriques, ça c'est difficile parce que dans les romans, l'auteur est toujours le chef de l'histoire. Dans les lyriques, qui pour moi c'est obligatoire que ça se rime. C'est les rimes qui sont les chefs, les rimes qui forcent l'auteur d'écrire, de raconter une autre histoire. Et c'est pour ça que j'adore beaucoup ceux qui arrivent à traduire Shakespeare. Vous vous considérez comme auteur, Olivier Manoni, auteur d'une traduction ? Auteur d'une traduction, les trois ensemble. C'est-à-dire qu'effectivement, nous recréons une œuvre. Nous avons quand même... Il y a un père. Oui, voilà. Il y a, je ne dirais pas un chef, mais il y a le père de la traduction qu'on nous confie un peu comme un bébé qu'on confie à la crèche et on doit l'élever, si vous voulez. Il doit ressortir en parlant couramment l'anglais et connaître les mathématiques. C'est à peu près ça. Donc, après, on est légalement des auteurs, puisque ces traductions sont nos œuvres du point de vue légal. Je ne me suis jamais considéré comme l'auteur des œuvres de Martin. Et je dois dire que c'est problématique parce que je suis auteur aussi.
J'ai écrit quelques romans dans ma jeunesse qui étaient très mauvais, mais depuis, j'ai essayé de réécrire. Et à chaque fois que je me mets à réécrire quelque chose, je m'arrête au bout de 15 pages en me disant « Mais tu es en train de faire du Martin, c'est pas la peine, il le fait déjà. » Et donc, j'écris pas de romans, maintenant j'écris des essais. N'écrivez pas d'essais, s'il vous plaît, Martin, parce que là, je suis fichu. Laissez-lui ce territoire. Et là, j'ai pas de problème. Mais tout ce que m'ont appris les auteurs avec qui je travaille, alors j'ai des auteurs avec qui je travaille depuis très très longtemps, il y a Martin, il y a Peter Sloterdijk dans un genre très très différent, c'est dans mes bagages d'artisan, j'ai ces outils-là maintenant, et c'est vrai que je pense que dans mes essais, l'humour de Martin est là aussi, voilà. Et là je suis auteur, et simplement je suis porté par la chance que j'ai eue de traduire de très grands auteurs dans des domaines différents. Il y a eu beaucoup de textes écrits sur la traduction, parce que c'est vraiment une activité, et c'est une bonne chose d'ailleurs, à laquelle on s'intéresse de plus en plus. Pendant très longtemps, on considérait que d'ailleurs, on mentionnait à peine le nom du traducteur, hein, ce qui n'est plus du tout le cas, et heureusement maintenant. Puis on réfléchit aussi beaucoup à ce que ça représente. Et il y a une phrase de Walter Benjamin, que vous connaissez sans doute, qui a écrit un livre qui s'appelle « La tâche du traducteur ». Et je trouve qu'il dit une chose vraiment, je ne sais pas si vous serez d'accord avec ça, Martin Suter, il dit que la traduction révèle l'œuvre à elle-même parce qu'elle fait ressortir ses différentes facettes. Oui, j'ai jamais pensé à ça, mais ça me frappe, oui, c'est ça, oui. La faculté de révélation de la traduction, c'est intéressant. Jean-Philippe Toussaint, qui est un auteur qui s'est énormément intéressé à la traduction et qui était venu 2 fois parler à mes étudiants à l'école de traduction à Paris, nous parlait de ça. Et il nous disait, en fait, le premier de ces textes qui a été traduit, ça a été en italien, et il connaissait l'italien. Et il a voulu commencer à travailler, il s'est aperçu qu'il y avait des choses, comme dit Fan là tout à l'heure, qui n'allaient pas. Et à un moment, il a dit, j'arrête, parce que ça n'a pas de sens. C'est une autre œuvre que la mienne. Je reviens sur ce que disait Umberto Eco, hein, c'est de dire presque quelque chose. Le presque, il doit être presque, il ne doit pas être complètement. Donc, c'est le seul problème. Mais effectivement, on recrée quelque chose d'autre. On peut parfois aussi... Enfin, il y a toujours une vision de la traduction. C'est-à-dire qu'on est comme des interprètes de piano. J'ai eu la chance aussi de traduire les poèmes d'Alfred Brendel, avec qui j'ai beaucoup discuté sur ces textes. Et moi, j'avais des visions sur ce qu'il avait que lui n'avait pas forcément. Parce que tout traducteur interprète, c'est son métier. Et qu'il a une vision qui porte tout ce qu'il a, toute sa culture, tout son passé, etc. Et qu'il voit des choses. Alors, il ne faut pas trop qu'on intervienne. Mais on a obligatoirement un regard. Si vous n'avez pas un regard sur la traduction, et si ce n'est pas le bon regard, par exemple, si je considère que Martin Suter est essentiellement un publicitaire et que donc ses romans doivent être clinquants comme des slogans pour DIM ou pour Mercedes, je vais passer complètement à côté de la plaque. Mais j'ai ma vision de Martin Suter. Je l'ai dit, il est autour de moi maintenant, littéralement. Je vis dans une montagne avec l'univers de ces héros. J'ai Ours qui est là, ils sont là. Voilà. Et donc, quand je plonge dans un de ces romans, j'ai toujours tout ça autour de moi. Et je veille à ce que cet univers-là résonne aussi, parce que c'est le sien. Même si les auteurs, parce que on s'imagine toujours que les auteurs écrivent un mot et se disent est-ce que c'est bien ça ? C'est pas du tout le cas. Ça, je sais aussi en tant qu'auteur de livres français, on écrit et à la fin, on est content de ce qu'on a écrit, on corrige ou pas. Mais aucun auteur n'analyse, ne décortique ce qu'il a fait. Et nous, si, on est obligé de le faire pour le reconstituer après. Mais il ne faut pas non plus que ça soit, comment dire, un travail d'aplatissage. C'est là où nous, on entre en jeu. C'est-à-dire, outre notre savoir-faire, parce que nous aussi, on est des ouvriers, des artisans, on doit apporter au lecteur français d'abord notre connaissance de ce que le public français est capable de comprendre. Il y a des choses d'humour zurichois que si on les laisse telles quelles, ça passe complètement à plat. Donc il faut trouver des équivalents. Et puis ce qu'on apporte aussi, et c'est vrai que la sensibilité, moi, des livres de Martin, je la porte en moi. Elle m'émeut parfois profondément. Il y a des fins de livres où je suis pratiquement en larmes, d'abord parce que je quitte le livre, mais aussi parce que je suis bouleversé parce que j'écris et parce que je lis. Et ça, il faut l'apporter aussi.
Donc voilà, c'est ce que dit Benjamin. Et il dit aussi autre chose dans ce texte qui est magnifique, la tâche du traducteur. Il dit deux choses très importantes. D'abord, il ne faut jamais traduire pour un public donné, en se disant, voilà, là je traduis pour des intellectuels de gauche ou du centre ou pour des spécialistes de la poétologie. Je dois traduire le texte avec l'esprit du traducteur. Et il dit d'autre part, à propos de la littéralité, il dit l'essentiel en fait de ce que doit faire le traducteur, c'est de capter, de percevoir l'effet. C'est un peu ce que je viens de dire à propos de la peinture. C'est-à-dire qu'il faut percevoir ce que l'auteur a vu, sinon voulu, et le restituer. Et que cette perception, c'est nos outils à nous qui nous permettent de la rendre au fil d'un travail assez long, assez minutieux et assez joyeux quand ça se passe bien, pour arriver à restituer en fait l'esprit du livre. Martine Sutter, est-ce que Olivier Manoni vous a, à certains moments, révélé des choses sur votre propre texte auxquelles vous n'aviez pas pensé, et en lisant la traduction française, vous vous êtes dit « Ah, il y a donc ça dans mon texte, dans mon livre ». Oui, je ne peux pas dire, vous donner des exemples, mais souvent, je pense possible que j'ai eu tant d'esprit. Il parlait à l'instant d'humour zurichois. Est-ce que c'est un humour très différent de l'humour que l'on pratique ici, en Suisse francophone ? Je ne sais pas. Je pense que l'humour est quelque chose assez international, mais la manière de faire un vitz, il dépend plus de la langue que de la mentalité. Il faut dire des choses autrement. Moi, j'écris les textes pour Stefan Eicher en suisse allemand, en bernois. Moi, je parle le zurichois, alors j'ai un dictionnaire bernois chez moi. Et il y a des choses qu'on ne peut pas dire en zurichois, qu'on dit en bernois. Il y a des mots qui n'existent pas dans l'autre langue. Et on a fait un songbook il y a quelques années avec tous des chansons bernoises de lui et de moi. Et j'ai toujours écrit des histoires, comment ça a été inventé, ces chansons, et c'est toujours fictionnel, c'était pas la vérité. Et on a fait un voyage, une tournée aussi en Allemagne, et là on a dû faire des sous-titres en bon allemand. et j'ai vu qu'il y a des choses que je ne peux pas traduire. Mais les gens s'amusaient peut-être pas tellement des choses qui auraient dû être amusantes, mais ils s'amusaient du fait qu'on a fait cette traduction. Et on est en train de faire un autre livre, un songbook, et j'ai décidé d'écrire quelques chansons de langue originale, bon allemand. On va voir comment ça va. Olivier Manoni, vous êtes devenu un expert de l'humour zurichois, j'imagine. Oui, il faut rajouter que Martine utilise aussi je ne sais pas si je vais me faire tuer en disant le dialecte, mais en tout cas des mots dialectaux dans ces textes, et dont la sonorité est tellement drôle que je les laisse en suisse allemand, parce que d'abord c'est intraduisible. Des helvétismes. Ouais. Voilà, des helvétismes, oui. Après, un spécialiste, non, on n'est jamais spécialiste de rien, en fait. Et puis l'humour, je parlais d'humour zurichois parce que ce sont des pointes ici, mais l'humour de Martin Sutter, c'est pas du tout un humour zurichois, il est universel. Il passe très très bien en français. Je vous l'ai dit simplement, c'est des techniques de conversion d'une langue à l'autre.
Ce qu'il y a simplement, c'est ce regard sur la société, la petite société zurichoise, en particulier dans les Almens, parce que c'est vraiment très très limité. C'est la colline aux villas, et puis le centre-ville, et puis aussi les rives du lac, avec les policiers qui arrêtent les voitures. C'est une des scènes les plus drôles que j'ai jamais vues. C'est Almen qui se fait arrêter, mais c'est pas dans celui-là, c'est dans le précédent, par 2 policiers, parce que je crois qu'il a oublié de mettre ses phares, si je me rappelle bien. Et pardon. Si. Merci, voilà. Il y a des spécialistes. Voilà. Et ils sont persuadés que Almen est ivre. Or, il a bu un tout petit verre et les policiers finissent par lui dire, bon, c'est d'accord, c'est un tout petit verre, vous n'êtes pas en faute, mais quand même, à cette heure-là et dans votre état, il vaudrait mieux que ça ne soit pas de verre du tout. Et il repart, mais cette scène est absolument hilarante. Et ça, c'est quelque chose qu'on connaît assez bien aussi en France. Hein, je veux dire, Oui. Bon, je viens de voir qu'il reste 5 minutes. Est-ce qu'il y aurait une... Voilà, il y a déjà un bras levé, donc ça va être... On aura peut-être le temps de prendre une deuxième question, je ne sais pas, ça va dépendre de... Alors, attendez, le micro va arriver jusqu'à vous. Merci, bonjour à vous 3. J'ai une première question qui est sur les Almen, dont j'ai lu tous les titres, mais tous les titres traduits. Il y en a un qui n'est pas traduit en français, donc voilà, je voulais savoir si c'était prévu et surtout s'il y avait une raison particulière. Ce sont simplement les aléas de l'édition en France. Ouais. Je ne sais pas du tout s'il sera fait un jour ou pas. C'est aux éditrices, en l'occurrence, de répondre. Je suis incapable de vous dire. C'est simplement dû au fait qu'il y a eu une rupture de maison d'édition. Enfin, Christian Bourgois, c'est une longue histoire, mais Christian Bourgois a été revendu et que il y a eu une interruption temporaire des publications. Voilà. Ok. Et la deuxième question, c'est vous parliez d'horlogerie suisse. Et j'ai trouvé une petite erreur de traduction dans le dernier dans le dernier Almen. Est-ce que vous voyez à quoi je fais allusion? Ah non, je peux pas voir. Je m'amuse parce que... Bon, allez-y. Alors, c'est la première scène dans le bureau de la banque. Vous savez, ils cherchent la vidéosurveillance. Et donc, il y a la description du bureau et vous parlez d'une pendule de Neufchâtel. Neufchâtel avec un F. Bon, voilà. Je m'amuse parce que à chaque fois que je pars en Suisse, je dis à ma famille, vous allez voir. Voilà. Mais je vous remercie. On va corriger. Mais alors, vous savez, en fait, je suis normand, donc en fait, je connais Neufchâtel. Moi, ça m'a fait rire. Non, mais il faut savoir qu'il y a toujours dans toutes les traductions du monde, vous avez des petites choses comme ça, et que c'est pas dramatique. Et j'ajoute qu'il y en a certainement d'autres plus graves. C'est pas. Enfin, on corrigera, mais je trouve ça très mignon. C'est mignon. Voilà. Moi, j'avoue aussi que dans l'original allemand, il y a des choses comme ça. Il y a toujours, et heureusement, sinon ce serait parfait, ce serait très ennuyeux. Il y a toujours des petites erreurs dans les textes, voilà, y compris des coquilles, y compris des choses. Ça peut être beaucoup plus grave. Hein, voilà. Donc il y a eu tout en France, dans Libération, quand j'étais journaliste, Serge July a fait tout un article sur les conséquences du 9 novembre, il y a très longtemps, quand l'immeuble de la Légion à Beyrouth avait été dynamité. Voilà. Et tout l'article était comme ça, c'est paru comme ça. Voilà. Sauf qu'on était le 9 octobre. Voilà. Ça arrive, ça fait partie du travail, et bon, mais on corrigera si on n'a pas la première impression. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a Dernièrement, il y avait une critique d'un critique de la Zürcher Zeitung qui m'aime pas beaucoup, et il a écrit sur le problème de l'intelligence artificielle, et il a dit oui, un jour ils vont aussi pouvoir écrire un Martin Suter, mais ça serait terrible, un Martin Suter sans faute. C'est la meilleure réponse que l'on puisse faire. Bon, peut-être une autre question, très rapidement. Voilà, ça sera la dernière. Bonjour, merci beaucoup pour cet échange qui me donne envie de relire vos livres en allemand. Et puis, j'avais une question plus générale par rapport à la traduction. Il a été question d'humour zurichois. Et en tant que lectrice, j'ai toujours perçu beaucoup d'éléments suisses dans vos livres. Et donc, vous êtes français. Comment est-ce que vous vous appropriez un peu ces éléments
entre guillemets suisse qu'on reconnaît en tant que lecteur, lectrice ici. Donc ces éléments très locaux, business class encore plus, mais après, à chaque fois, ce qui me faisait beaucoup rire souvent, c'était « Ah mais oui, c'est exactement ça, c'est un tel que je connais ». Enfin, c'est ce qu'on reconnaît, et puis qui pour vous au début surtout, probablement, était plus éloigné en fait. Est-ce que, en fait, ça pose la question, est-ce qu'en tant que traducteur, il faut être proche de la culture qu'on traduit ou pas? Il faut la connaître. Alors, il se trouve quand même que je ne suis pas suisse, mais j'ai passé presque toutes les vacances de mon enfance. Il fut un temps où le franc suisse était très très bas. Ah bon? Oui, mais dans mon enfance, hein, donc ça remonte à au moins 10 ans. Mon père, qui était professeur dans un lycée, partait avec un groupe de ski, qui était le groupe de ski du lycée. Et donc j'ai passé... Mais on partait très très souvent en Suisse faire du ski, ce qui aujourd'hui, même une fois, c'est pratiquement impossible. Et donc on allait à Fiche, dans le Valais. Moi, j'ai grandi avec le Schweizerdeutsch, avec on était on était vraiment dans le village tout le temps, donc voilà, c'est pas Zurich, hein, Fiche, c'est près de Brigue, je sais pas si vous connaissez, c'est en dessous de la Fourca. Et donc, d'une certaine manière, j'étais quand même dans cet esprit-là. Et puis, je vous l'ai dit, moi, tout mon travail, c'est aussi de me mettre dans la tête de Martin Suter, c'est-à-dire de percevoir sa sensibilité à lui et la manière dont il voit le monde. C'est l'essentiel de mon travail, c'est ça, c'est de capter ça. Et je savais, évidemment, j'ai lu des choses sur Martin Suter, je connais sa biographie, je sais qu'il a fait de la publicité avant, je sais qu'il connaît bien ces milieux-là. Et puis j'ai traduit d'autres auteurs qui en parlaient aussi, puis j'ai lu beaucoup d'auteurs aussi qui en parlaient. Et donc à partir de ça, vous arrivez à constituer quelque chose. Mais c'est très compliqué parce que, je vous ai dit, excusez-moi, je vous ai dit, c'était pas méchant ce que je disais. On a un vrai problème, c'est qu'un auteur suisse-allemand qui écrit et qu'on traduit, on le traduit pour la France, la Belgique, la Suisse, l'Afrique francophone, le Canada, le Québec, etc. Et que moi, je ne peux pas me permettre de coller à la littéralité des textes suisses. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui diffèrent obligatoirement. Et donc, on dévie un petit peu. Ce qui fait qu'à chaque fois, en général, j'ai une question... Quand je viens ici, quelqu'un qui me dit « mais vous traduisez ça comme ça, vous traduisez sécurité sociale par exemple, et pas, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle ici ». Mais si je mets le terme suisse, j'ai tout mon lectorat français qui va se dire « mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Je me rappelle une anecdote extraordinaire d'une journaliste qui avait sans aucun motif descendu ma traduction, mais sans citer rien. Et je me suis dit « mais qui c'est ?» Et en fait, je suis allé voir, c'était une jeune journaliste qui, je suppose, a dû quitter le métier parce qu'elle n'était pas brillante, et qui... Juste après moi, s'en était pris à la traductrice de Gabriel Loza, pas Marquez, Vargas Llosa. Voilà. Vargas Llosa a écrit un livre sur la Suisse, où entre autres, il parle du président de la Suisse. Et cette journaliste disait, mais comment la traductrice peut se permettre de choses pareilles? C'était pas la traductrice, c'est Vargas Llosa qui avait décidé qu'il y avait un président en Suisse, c'est un romancier, il a le droit. Et la traductrice avait fait son travail, elle a traduit l'auteur, elle n'est pas allée chercher, voilà. Juste pour finir, pour vous dire à quel point j'ai travaillé l'année dernière sur un texte qui concerne la Suisse directement, notamment sa constitution. Et je me suis aperçu, dans un travail de fourmi absolument invraisemblable, qu'entre les constitutions, entre les versions allemandes et françaises de la constitution suisse, et encore plus des constitutions de canton, vous avez des différences que vous ne connaissez même pas. Et que, par exemple, la constitution suisse parle en allemand de la préservation des bases de la vie, et que la version française parle de préservation des ressources naturelles, ce qui n'est pas du tout la même chose. Voilà. Et donc, on est en permanence dans ces choses-là. Mais pour répondre totalement et très brièvement à votre question, on est évidemment obligé de se plonger dans la culture d'un pays, de le connaître aussi bien que possible. Donc, je voyage assez souvent en Suisse, je commence à connaître un petit peu. Je suis toujours aussi désorienté que quand je suis en Taïwan, mais je m'y fais. Voilà. Merci. Je peux peut-être ajouter que si Olivier a compris le dialecte Fièche, il comprend plus que moi de la Suisse parce que les Zurichois, ils ne comprennent pas le dialecte valaisan. Merci infiniment à vous deux, merci beaucoup, merci à vous tous pour votre présence. Et il y a une séance de signature qui suit, bien sûr. Oui,
Il y a donc bien une séance de signature qui suit. Voilà. C'était la traduction sur les quais dans l'atelier de Martin Souter et Olivier Manoni, enregistré le dimanche 7 septembre 2025 au Grenier Bernois par la Bibliothèque sonore romande pour le livre sur les quais.